On a coutume de dire que tous les chemins mènent à Rome. Et pendant près d'un millénaire, ce fut presque le cas. Car à une certaine époque, plus de 80 000 km de route convergeaient vers sa cité. Tandis que la ville s'étendait en surface, un autre monde se développait sous son sol. Un immense réseau de conduits et de puisards, d'auditoriums et de catacombes qui a directement contribué à asseoir la grandeur de Rome. Je descends pour un voyage dans le passé. Aujourd'hui, nous allons explorer les entrailles de la ville pour vous faire découvrir l'un des premiers systèmes d'égouts. Ça pue. Du pied gauche, il paraît que ça porte bonheur. Des appartements et des magasins de l'Antiquité enfouis sous cet immeuble moderne. C'est incroyable, mais aussi une nécropole à quelques encablures de la ville. Ça pourrait être les côtes d'un enfant. Des quartiers entiers datant de l'Antiquité ont disparu sous ces avenues. Strate après strate, je m'enfonce à la recherche de Rome, la métropole intemporelle. Je m'appelle Eric Geller, je suis à Rome, le plus grand musée à ciel ouvert du monde. À son apogée, l'Empire romain était le plus vaste du monde antique. Mais Rome ne s'est pas bâtie en un jour. Grâce aux aqueducs, aux routes, aux immeubles et à un système d'assainissement très ingénieux, cette civilisation a inventé les fondements de l'urbanisme moderne. Des millions de touristes viennent admirer les grands palais et le Colisée. Mais pour comprendre comment cette cité est devenue un vaste empire, il faut aller fouiller dans ses entrailles. Il y a 2000 ans, plus d'1 million de personnes vivent dans la cité de Rome, capitale d'un empire sans égal qui s'étend sur près de 6 millions de kilomètres carrés. 4 siècles plus tard, la cité ne compte plus que 15 000 habitants. Ses monuments sont en ruine et son forum, autrefois animé, n'est plus qu'un vaste pâturage à bestiaux. Mais sous terre, certaines structures demeurent intactes. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, Rome était une cité en pleine croissance. Cependant, la ville souffrait de l'accumulation de ses déchets. Les spécialistes ont donc élaboré un système d'évacuation des eaux usées vers le Tibre. Ce réseau est loin de constituer l'ouvrage le plus séduisant de Rome, mais pour comprendre comment la ville s'est développée, je dois me rendre dans ses entrailles. Tout commence au Forum impérial, cœur de la cité d'hier et de la ville d'aujourd'hui. Sous cet édifice courent les galeries du Cloaca Maxima, autrement dit le grand collecteur. Ce réseau d'égouts est l'un des plus anciens systèmes d'épuration des eaux usées. Sans lui, l'illustre capitale de l'Antiquité n'aurait été qu'une ville quelconque où l'on pataugeait dans les immondices. Bonjour Paul, content de vous voir. Bonjour Eric. Paul Bennett est un expert des sous-sols de Rome. Il a accepté de m'emmener sous la ville. Alors, où sont les égouts? Les égouts sont là-bas, juste en dessous du forum. Ils parcourent le sous-sol de l'édifice et débouchent dans le Tibre. Chaque jour, des milliers de personnes traversent le grand forum. Ils ne se doutent pas que les origines de Rome sont juste sous leurs pieds. Mais pourquoi les Romains ont-ils choisi de fonder leur cité ici même? Comment une communauté de paysans est-elle parvenue à transformer cette vallée marécageuse en une formidable métropole? La réponse se trouve quelques mètres sous les pavés de la ville. Le cloaque, en dépit de ses dimensions, est le grand secret de Rome. Il traverse le sous-sol de la ville en silence. Mais ce réseau, initialement conçu pour évacuer les effluents urbains, accueille aussi les eaux d'égout non traitées. Alors évitez tout contact avec l'eau. Il y a des rats, il y a des ordures et un tas de choses qui jonchent le sol. La fange qui s'y accumule depuis 2000 ans a rendu glissante sa surface marbrée. C'est assez dangereux. En principe, personne n'est autorisé à pénétrer dans le cloaque. Mais j'ai obtenu une dérogation spéciale. Nous allons mettre des cuissardes, un masque, des gants et un casque. Je suis prêt à me salir, le temps d'enlever mes bottes. Aujourd'hui encore, les eaux de ruissellement des collines et des rues sont évacuées par ces égouts. Nous sommes prévenus. Les lieux sont infestés de maladies, de bactéries et pire encore, de rats. Emmenez-moi dans les égouts. Vous devriez peut-être mettre votre masque, parce que l'odeur est violente là-dedans. Vous êtes en bas? Ouais.
C'est parti. Je descends pour un voyage dans le passé. Quelle odeur! C'est du concentré d'excréments. Bon sang, quelle puanteur! C'est incroyable. On dirait une installation moderne. C'est imposant. J'entends un ruissellement par là. On va voir? Allons-y. Dans quoi mes pieds s'enfoncent-ils? Vous marchez dans un délicieux mélange d'urine, de terre, de papier, de canettes de bière. En gros, tout ce qui traîne par terre à Rome finit dans le cloaque. Et c'était déjà le cas il y a 2000 ans. Formidable. On dirait un os, là. Oui, un gros os. Il y a aussi des morceaux de poterie, des tessons de bouteilles de bière, anciens et modernes. Le Cloaca Maxima reçoit les déchets de Rome depuis plus de 2500 ans. Enfoui 7 mètres sous la ville actuelle, c'est l'une des plus anciennes structures romaines encore existantes. C'est au 5e roi de Rome, Lucius Tarquinius Priscus, que l'on doit cette idée ingénieuse. Vers 600 avant Jésus-Christ, les tribus qui peuplent les collines des alentours de Rome se regroupent au sein d'une même ville. Leur premier grand projet de construction commune est un égout destiné à l'assainissement des marais et à l'évacuation des eaux usées. Le chantier nécessite le creusement d'un canal parallèle dont la pente régulière descend jusqu'au Tibre. Une prouesse remarquable compte tenu des moyens de l'époque. Pour finir, le canal est entièrement revêtu de pierre. Grâce à l'eau acheminée en amont, le Cloaca Maxima peut remplir sa fonction. Ce canal fait à peine 1 mètre de haut. Qu'est-ce que c'est? Le réseau change à ce niveau. Cette partie appartient au cloaque d'origine, celui du 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est la veine principale, l'une des grandes prouesses techniques de la Rome antique. On distingue encore la forme. On voit l'arche romaine. Les fondations sont si solides sur les côtés que l'on peut construire au-dessus. Les célèbres arches romaines ont démontré leur efficacité sous la ville dans les égouts. Plus que tout autre, cette prouesse d'ingénierie a contribué à l'essor de la cité romaine. À l'origine, le cloaque n'est qu'une simple tranchée à ciel ouvert. Mais avec le développement de la ville, les Romains ont besoin d'espaces constructibles. Ils entreprennent donc de couvrir les tranchées et de consolider leur structure au moyen d'arches afin de renforcer les fondations des bâtiments en surface. Au 1er siècle, lorsque Rome devient l'empire le plus riche du monde, les bâtisseurs ajoutent une nouvelle touche au cloaque. Un apport essentiel pour la ville, y compris au niveau des égouts. Maintenant, je marche sur une surface plus lisse. Qu'est-ce que c'est? C'est la zone de travertin dont nous parlions tout à l'heure. Bien qu'il s'agisse d'un canal d'égout, l'empereur avait décidé d'utiliser des blocs de travertin pour paver le sol. Nous marchons donc sur une sorte de marbre calcaire. C'est la partie noble des égouts? En quelque sorte. Le projet de l'empereur est un succès. 2000 ans plus tard, on peut encore admirer le marbre des égouts. Avec la croissance de la ville et la construction de bâtiments plus imposants, les égouts subissent des modifications. La nécessité de relier chaque nouvel immeuble au cloaque entraîne la création d'un véritable réseau souterrain calqué sur la cité en surface. En d'autres termes, et en dépit des modifications urbaines, les égouts sont un véritable plan des rues de la Rome antique. Le cloaque s'étend sur plus de 1500 mètres sous la ville. Mais l'essentiel du réseau est trop dangereux pour être exploré. Nous sommes à la jonction de nombreux conduits qui débouchent dans l'égout central de Rome. Certains datent de l'Antiquité, d'autres sont récents. Il fallait absolument évacuer les eaux usées de la ville jusqu'à la mer. On ne peut pas aller plus loin parce que le sol s'affaisse. Le sol s'affaisse. Il y a une grosse couche d'immondices là-bas et toutes ces chutes d'eau qu'il faut éviter. Il est difficile d'admettre que l'une des merveilles de l'Empire romain soit ce réseau de canaux où coulaient les eaux usées du monde antique. Pourtant, ces conduits souillés ont permis d'édifier l'une des villes les plus puissantes du monde. Les Romains passent régulièrement devant le tombeau de César ou empruntent le parcours favori de Néron. Mais ils ignorent pour la plupart que rien de tout ceci n'aurait existé sans la merveille d'ingénierie enfouie sous leurs pieds.
Au 1er siècle après Jésus-Christ, Rome disposait déjà d'un système d'égouts complexe de plus de 400 km d'aqueducs et même d'immeubles d'habitation. À l'intérieur des murs d'enceinte, une ville animée se développe, mais de l'autre côté des remparts s'étend une vaste nécropole. À l'époque antique, Rome est protégée par une dizaine de kilomètres de fortifications. Ces murs de 10 mètres de haut sont quasiment impénétrables. Mais c'est un autre rempart, invisible celui-là, qui sépare les vivants des morts, le pomerium. Le pomerium est l'espace réservé au culte. Cependant, la loi romaine stipule que les morts ne peuvent être enterrés à l'intérieur de la zone sacrée. Mais dans une ville de plus d'1 million d'habitants exposée à la peste, aux incendies et aux guerres civiles, la mort fait partie de la vie quotidienne. Dès lors, enterrer un grand nombre de personnes dans un court laps de temps devient vite un problème. À l'origine de Rome, la plupart des habitants sont des païens qui se contentent d'incinérer leurs défunts. Les plus nantis bâtissent de luxueux mausolées destinés à accueillir les restes humains. Mais avec l'essor de l'Empire, la ville accueille une communauté croissante de juifs et de chrétiens qui ne pratiquent pas l'incinération. C'est ainsi que se développe une gigantesque nécropole à l'extérieur des murs d'enceinte de la ville, les catacombes, un vaste réseau de galeries souterraines qui serpentent sur plusieurs kilomètres. Je m'apprête à explorer ces labyrinthes enfouis qui ont permis d'élucider de nombreux mystères concernant la vie quotidienne des Romains. Je rejoins Greg DiPippo, spécialiste des religions dans la Rome antique, le long de la Via Appia. Merci d'avoir accepté de venir, Greg. Comment allez-vous? Les catacombes sillonnent le sous-sol de nombreuses rues, parcs et maisons situées à l'extérieur des murs d'enceinte de la ville antique. Il en existe 77 à ce jour, mais 6 d'entre elles ont une particularité. Elles ne sont pas l'œuvre de chrétiens, mais de juifs romains. À l'époque, on trouve à Rome la plus grande communauté juive d'Occident issue de la diaspora. Mais au XIe siècle, un violent séisme détruit la plupart des édifices qui témoignaient de la présence millénaire des Juifs. Des vestiges de cette époque subsistent encore. Suivez-moi. Et j'ai la chance de pouvoir les découvrir sous le jardin de la maison d'un particulier. Attention à la tête. Oui. Prenez cette lampe et faites attention où vous mettez les pieds. Je suis au IIe siècle, dans la Rome antique. C'est la Rome antique. Ce plafond a l'air naturel. Oui, c'est une cave. Il y a beaucoup de tuf en Italie, une roche volcanique. Rome repose sur des couches de tuf, une roche d'origine volcanique, poreuse et facile à creuser, d'où la présence de ces ossuaires souterrains. Le tuf se durcit au contact de l'air. Il devient assez résistant pour supporter cette galerie sans risque d'effondrement. Je vois. C'est pour ça que ça tient. Oui. L'agencement est fortuit, car il a fallu creuser rapidement pour loger les défunts. Ces catacombes n'ont été découvertes qu'en 1859 et n'ont pas été entièrement excavées. Mais les fouilles ont dévoilé 3 km de catacombes et près de 7000 corps. Cette salle est incroyable. Ce sont les sépultures d'origine que l'on appelle des loculus, des petites cavités en latin. Elles sont découpées à même les murs et les inscriptions des pierres tombales sont en grec. Les pierres indiquent le nom de chaque défunt. Mais pourquoi les inscriptions ne sont-elles pas en hébreu? On pense que les Juifs qui sont inhumés dans ces catacombes sont des migrants venus des colonies juives d'Égypte, de Grèce et de Turquie, et non de la Terre Sainte. Ils parlaient donc le grec, la langue des gens ordinaires. Mais les lieux recèlent d'autres indices. Les gravures ne sont pas de très bonne qualité, ce qui indique qu'il s'agissait de gens pauvres. Les catacombes étaient un moyen rapide et peu onéreux de créer de nombreuses sépultures. Avec un taux de mortalité infantile élevé et une espérance de vie inférieure à 25 ans, les fossoyeurs de la Rome antique ne chômaient pas. Il suffit d'une pioche et d'une brouette pour créer son propre caveau. Lorsqu'ils s'apprêtaient à enterrer quelqu'un dans les catacombes, les fossoyeurs creusaient un loculus dans lequel ils plaçaient le corps recouvert d'un linceul. Le plus souvent, ils aspergeaient la dépouille de chaux pour accélérer la décomposition. Puis, ils scellaient la cavité avec des briques. Les Juifs mettaient leurs inscriptions à côté du défunt.
En fonction des besoins, on creuse de plus en plus profond. Ce réseau de 3 km de catacombes a été exploité pendant 200 ans, entre les 2e et 4e siècles. Ce sont les indices gravés dans les murs qui ont renseigné les archéologues. Ces derniers ont pu déterminer qu'il s'agissait bien d'un site juif grâce aux menorahs qui ornent les parois. C'est ce qui indique qu'il s'agit de catacombes juives. Absolument. La menorah à cette branche était leur symbole à l'époque. Dès que l'on découvre une preuve archéologique qui témoigne de la présence juive, c'est une menorah. L'étoile de David n'était pas utilisée. Et là, c'est un arcosolium. L'arcosolium désigne un loculus cintré, une sépulture comme on en trouve dans ces catacombes et que les Juifs et les chrétiens avaient en commun. Les Grecs utilisaient le mot sarcophage, qui signifie « mange les chairs », un terme qui aurait sans doute offensé les Juifs et les chrétiens. Les Juifs, comme les chrétiens, ne veulent pas donner la représentation d'un corps définitivement consommé par la terre. Ainsi, lorsqu'ils inhument leurs défunts, ils les placent dans un solium, c'est le nom de la forme, sous une arche, arcosolium. Il existe plusieurs sépultures comme celle-ci à travers les catacombes, mais toutes ne sont pas destinées aux Juifs romains les plus pauvres. Cette partie des catacombes est manifestement réservée aux personnes plus aisées. Les peintures sont soignées. Celle-ci représente une fontaine. On voit l'eau qui jaillit. L'eau est un symbole important, en particulier pour les gens qui viennent du désert à l'origine. C'est toujours un signe du paradis, tout comme ces palmiers, qui en l'occurrence sont des dattiers. Oui, bien sûr, on les reconnaît. Il y a également des sépultures d'enfants qui ont dégradé les décorations en plâtre. Il s'agit peut-être des conséquences de la peste, qui aurait emporté plusieurs membres d'une même famille. Il fallait donc créer des sépultures dans l'urgence pour se débarrasser des corps, en quelque sorte. Je me retrouve donc 5 mètres sous les fondations d'une maison. C'est un véritable dédale où des Juifs romains de l'Antiquité se sont réunis pour enterrer leurs défunts et rendre les derniers hommages aux membres de leur famille. Mais le plus sinistre, c'est qu'ils semblent toujours présents, car ces galeries ont été scellées hermétiquement il y a 15 siècles, ce qui explique pourquoi les ossements et les ornements sont restés intacts. Ce sont des ossements humains. Ils ont survécu à 18 siècles d'histoire parce que les caveaux ont été scellés hermétiquement. L'air et l'humidité n'ont pas réussi à les décomposer. Plusieurs galeries abritent de nombreux loculi, des sépultures de petite taille. Près de la moitié de la population mourait avant l'âge de 5 ans. Il y avait donc beaucoup de sépultures d'enfants. La peste ou les étés caniculaires faisaient de nombreuses jeunes victimes. Seigneur, on voit tous les os. J'en vois qui sont courbés. Ça pourrait être les côtes d'un enfant, mais comment l'expliquer? C'est une tombe d'enfant. On nage en plein Indiana Jones. J'erre à travers l'un des rares vestiges de la Rome juive encore intacte, un lieu jonché d'indices sur leur mode d'existence. Mais je ne suis pas au bout de mes surprises. Ce dédale n'en finit jamais. En rejoignant les profondeurs des catacombes, nous atteignons une nouvelle galerie mortuaire creusée par une communauté très différente. C'est ahurissant, regardez ça. Les décorations sont différentes, semblables à des peintures mythologiques aux couleurs vives. Nous sommes dans un lieu de sépulture païenne. Greg m'explique que lors de la construction des catacombes, les bâtisseurs ont découvert un site païen encore plus ancien. Ils ont relié les deux galeries pour étendre la cité souterraine des morts. Vous êtes dans la partie que les Juifs n'ont pas réalisée. Elle date vraisemblablement du début du IIe siècle de notre ère. Il y a une volonté de représenter un jardin, car l'au-delà est conçu comme un lieu de plaisir, de bonheur. Il y a plus de 1800 ans, Juifs et païens de Rome ont commencé à enterrer leurs morts dans ces catacombes. Ce cimetière enfoui s'est donc agrandi au même rythme que la communauté mixte en surface. Aujourd'hui, rares sont ceux qui réalisent qu'un monde de vestiges repose sous leurs pieds. Il y a des artères principales, des routes qui passent devant, un jardin. Les gens ne se doutent de rien. Il y a une grande richesse historique ici. C'est absolument vrai. Depuis plus de 20 siècles, Rome n'en finit pas de se construire. Les structures se sont superposées au fil du temps, à tel point que le niveau de la chaussée est aujourd'hui 10 mètres au-dessus de ce qu'il était autrefois. Imaginez que ce quartier entier soit enfoui sous terre. Eh bien, à Rome, c'est exactement ce que l'on trouve.
Au 1er siècle après Jésus-Christ, la densité de la population de Rome était supérieure à celle de Calcutta aujourd'hui. Comme dans de nombreuses villes modernes, la plupart des résidents vivaient entassés dans des immeubles de plusieurs étages, les insulés. Au même titre que le Circus Maximus ou le Colisée, ces immeubles ont contribué au succès de Rome. Alors qu'est-il advenu des quartiers populaires? Comme une grande partie de la cité antique, ils sont enfouis sous la ville moderne. Tom Rankin, un expert de l'architecture ancienne, va me montrer comment ces quartiers d'antan constituent en réalité les fondations des quartiers d'aujourd'hui. Tom, j'imagine. Oui, Eric? Je crois savoir que vous allez me montrer un immeuble d'appartement. C'est un peu plus que ça. Il y a de tout, mais nous allons voir un immeuble de 4 niveaux. Regardez, vous voyez la brique? Oui, ce petit pan de mur. Il date de la Rome antique. Il correspondrait au 4e étage de l'immeuble, mais ce n'est que le second étage de ce bâtiment. Nous allons entrer par le rez-de-chaussée actuel et descendre 2 étages pour rejoindre le niveau le plus ancien. Je vous en prie, après vous. Merci. Tom m'emmène vers les sous-sols du bâtiment. Attention à la tête. Je me dirige vers un complexe tentaculaire composé d'entrepôts, de pâtés d'immeubles et de rues. Un véritable quartier perdu sous les artères de la ville d'aujourd'hui. Regardez, j'ai une belle arche romaine au-dessus de moi. Une pièce avec une voûte en berceau, c'est incroyable. Ouais. Et ça descend encore plus bas. Nous irons voir le niveau inférieur. L'immeuble dans lequel nous sommes a été construit en plusieurs phases. La première ayant débuté en l'an 0, lorsque cette partie de Rome était constituée d'entrepôts sous le règne d'Auguste. C'est une belle tranche d'histoire où chaque période reste visible et bien préservée. Le quartier enfoui renferme 400 ans de reconstruction successive, depuis l'apogée de la puissance romaine au 1er siècle jusqu'à la chute de l'Empire. Alors pourquoi ces bâtiments n'ont-ils pas disparu avec l'Empire romain? Les bulldozers n'existaient pas à l'époque. Ainsi, chaque génération a bâti par-dessus la précédente, abandonnant sous les pavés des vestiges du passé comme celui-ci. Notre voyage dans le temps commence 8 mètres sous terre, il y a 2000 ans, dans la plus ancienne partie de ce quartier souterrain. Nous sommes au niveau du rez-de-chaussée. Le mur de briques est donc de ce côté. Ceux-ci sont authentiques et datent de l'époque des empereurs flaviens, au 1er siècle après Jésus-Christ. Le bâtiment dans lequel nous nous trouvons a été construit à l'époque où Auguste, le premier empereur de Rome, a entamé les travaux de reconstruction de la ville après des années de troubles et de négligence. Avec l'essor de l'Empire et de sa capitale, l'affluence de biens et de marchandises nécessite l'aménagement d'entrepôts de ce type. Mais comment ces ruines antiques parviennent-elles encore à supporter le poids de la ville en surface? La réponse réside dans le béton. Le béton traditionnel est obtenu à partir de sable. Mais les Romains utilisent un tuf d'origine volcanique, un matériau beaucoup plus poreux. Le mélange du tuf, de la chaux et de l'eau provoque une réaction chimique. Le résultat donne un béton étanche extrêmement résistant qui lie encore de nos jours les briques de ces bâtiments. Il y a 2000 ans, ces ruines grouillaient de manœuvres et d'esclaves, débarquant les marchandises venues des 4 coins de l'Empire entassées sur des barges. Ce lieu est toujours à quelques pas du Tibre, mais aujourd'hui, il est enfoui 8 mètres sous terre. Une volée d'escalier plus haut, on franchit 2 siècles d'un coup et on se trouve dans une ancienne cour. Nous quittons le 1er siècle pour voir ce qui a changé au fil du temps. Ce lieu était un espace de plein air vers l'an 200. Et les pièces d'en dessous étaient devenues des caves. Le niveau des rez-de-chaussée s'est un peu surélevé à cause des séismes et des incendies. Il faut faire preuve d'un peu d'imagination. Ces vestiges sont d'époque. Comment? Vous voulez dire que ces amphores ont toujours été là? Oui, comme tant d'autres vestiges à Rome, on les trouve en abondance. Dans 18 siècles, les gens s'émerveilleront en retrouvant nos papiers gras. Voici donc l'ancêtre du papier gras. Cette poterie nous rappelle qu'il y a 18 siècles, ce lieu servait d'entrepôt et que des Romains travaillaient à l'endroit même où nous nous trouvons. Mais cet univers souterrain me réserve d'autres surprises.
Je pénètre à présent dans une maison qui date du IVe siècle. Nous accédons à l'époque médiévale. Ce sol pavé de forme géométrique est celui d'une maison qui date de la fin de l'Antiquité, aux alentours du IVe siècle. On voit même la plomberie dans ce coin. Vous plaisantez? De la plomberie antique? Oui, ce sont des tuyaux modulaires en terre cuite. Dans ce très ancien quartier, nous sommes passés d'un entrepôt à une cour avant de regagner l'appartement d'un immeuble. Tout cela sans quitter les entrailles de la ville moderne. Mais la visite ne s'arrête pas là. Une ouverture mène à un autre couloir. Notre expert lui-même semble découvrir ce qui se cache derrière ces murs. Tiens, allons voir. Ça n'en finit pas de serpenter, c'est une ville souterraine. C'est une ville sous la ville. Il y a encore des étages en dessous. C'est superbe. Incroyable. Ce sont des pièces à vivre, sans doute des chambres à coucher de gens plutôt aisés. Les sols sont décorés de mosaïques. Il y a des peintures murales qui ont pu comporter des portraits. Ce magnifique ensemble de près de 300 mètres carrés n'est qu'une petite pièce du puzzle. Sous chaque rue de Rome sommeillent les fondations d'un empire. Toutes sortes d'indices nous permettent d'assembler ce gigantesque puzzle pour mieux comprendre ce qu'était Rome à cette époque. Comme dans la plupart des grandes villes, ce sont les gens modestes qui vivaient dans les quartiers comme celui-ci qui ont contribué à la grandeur de Rome. Les manœuvres, les charpentiers et les commerçants ont bâti les fondations de l'un des plus grands empires de l'histoire. Aujourd'hui, ces fondations sont les soubassements de la ville moderne. Rome est la ville du monde qui compte le plus de fontaines. On en trouve à chaque coin de rue, qu'il s'agisse de simples sources d'eau potable ou de grandioses œuvres d'art. La puissance de la Rome antique est étroitement liée à la maîtrise des travaux d'adduction, un domaine dans lequel les Romains sont les maîtres incontestés. Aujourd'hui, les fontaines de Rome alimentent la ville de millions de mètres cubes d'eau potable. À elle seule, la fontaine de Trévi déverse 100 millions de litres par jour grâce à un aqueduc qui date de l'Antiquité. Les Romains construisent des fontaines depuis plus de 2 millénaires. Ce flux permanent d'eau potable était le gage de la richesse et de la salubrité de la cité. Pourtant, en dépit du nombre d'aqueducs et de fontaines qui trônent à la surface de la ville, l'essentiel du réseau de distribution d'eau est toujours enfoui sous la chaussée. Bonjour Katie. Enchanté Eric. Katie par là est une guide de Rome spécialisée dans le monde souterrain. Elle m'emmène voir ce qui en apparence ressemble à une fontaine ordinaire. Mais en réalité, il s'agit d'un symbole de la puissance de la Rome antique. Compte tenu des surélévations successives de la ville, cette fontaine se trouve désormais à une dizaine de mètres sous cet immeuble moderne. Il faut imaginer la fin de la République de Rome. Le Colisée n'existe pas. Cet espace est rempli de villas de riches aristocrates romains, de bâtiments publics, de bureaux, de commerces et de zones résidentielles. Le Colisée n'existait pas? Non, la fontaine a été construite en 50 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire plus d'un siècle avant le Colisée. En 50 avant Jésus-Christ, le Colisée n'existe pas et l'espace alentour est plat. La colline que l'on aperçoit de nos jours recouvre les décombres de la cité antique. Elle est le fruit de 2 millénaires de destruction et de reconstruction successives. Le long du mur de soutènement, nous empruntons une porte dont l'accès est interdit au public, grâce à laquelle nous allons remonter 2000 ans d'histoire. Nous accédons à une fontaine découverte en 1894, au moment de la construction de la chaussée sous laquelle nous nous trouvons. Cet escalier est étroit. Un escalier en colimaçon qui descend jusqu'au nymphéum. Le nymphéum est une fontaine monumentale construite dans une villa, ou domo, aux alentours de 50 avant Jésus-Christ. Le culte des nymphes est courant à l'époque. Ici, on voit clairement l'importance que le monde antique accorde à l'eau. Il y a 2000 ans, ce monument était une fontaine en arc de cercle ornée de coquillages. Il y avait sans doute une pièce d'eau et des statues dans chaque niche. Aujourd'hui, ce vestige du passé demeure préservé sous la chaussée.
Nous observons 4 des 9 niches qui ornaient cette fontaine monumentale à l'origine. Il faut imaginer les 5 autres qui prolongeaient l'arc de cercle en direction de la rue que nous venons de quitter. Les coquillages qui ornent les niches et les murs de cette fontaine renforçaient la symbolique de l'eau. Dans l'Antiquité romaine, les fontaines sont plus que de simples décorations. Elles sont la marque d'une société avancée, soucieuse d'hygiène et capable de maîtriser l'eau. La fontaine est l'une des étapes dans les travaux d'adduction d'eau qui ont façonné la puissance de Rome. Il y a 2000 ans, la surface sur laquelle je me trouve était immergée. On a tenté de faire croire que cette fontaine était alimentée par une source, car l'aristocrate qui avait construit sa villa autour de ce nymphéum voulait persuader les gens que la source était d'origine naturelle et que le maître des lieux avait réussi à dompter la nature. Alors qu'en réalité, cette structure était très certainement alimentée par de vulgaires conduites en plomb. Les premiers Romains ont créé un réseau de plomberie bien avant l'apparition des machines modernes. L'eau était captée 60 km en amont, dans le fleuve Aniene, à l'est de Rome. Il était relié par l'Agno Vetus, un aqueduc sinueux en grande partie souterrain. Lorsque l'eau atteignait la périphérie de la cité, elle se déversait dans de grandes citernes. Aujourd'hui, ces citernes sont réparties sous la ville actuelle, comme celle-ci, qui trône toujours au milieu d'un parc d'activités. Les lieux sont interdits au public, mais Katie a accepté de m'y emmener. On sent la fraîcheur au fil des marches. Et aussi l'humidité. C'est bien plus grand que je ne l'imaginais. On ne voit rien de l'extérieur. C'est plein de couloirs et de salles différentes. Il y en a une ici, et j'en vois une autre là. Quelle structure! Il y a 2000 ans, les Romains disposaient déjà des moyens techniques pour acheminer d'énormes quantités d'eau. Mais ils avaient également installé un système de purification très élaboré. Ces citernes filtraient l'eau et la redistribuaient vers de plus petits réservoirs. Voici comment. Chaque citerne comportait 2 anneaux concentriques et un cylindre central, destiné à recevoir l'eau. Celle-ci s'écoulait d'un anneau à l'autre à travers les interstices des parois. L'eau rentrait par un côté du bâtiment, circulait autour de la structure, le flux étant ralenti par les parois, ce qui permettait aux particules en suspension de se déposer au fond de la citerne. Lorsque l'eau circule à travers les anneaux, les ouvertures ralentissent l'écoulement. Les particules et les impuretés se déposent au fond, tandis que l'eau purifiée poursuit son cours à travers la citerne, avant d'être évacuée par un conduit situé à l'autre extrémité. On trouve dans Rome d'autres citernes semblables, destinées à purifier l'eau grâce à ce procédé ingénieux basé sur la gravité et la circulation. La citerne dans laquelle nous sommes mesure 7 mètres de haut pour un diamètre de 16 mètres. Son volume important laisse supposer qu'elle était utilisée pour l'agriculture ou l'industrie plutôt qu'à des fins domestiques. Vu ses dimensions, 5 fois supérieures à celles des citernes courantes, elle devait alimenter une grande ferme industrielle destinée à nourrir les Romains. Mais comment les parois du cylindre supportaient-ils une pression de 900 000 litres sans céder? On voit bien la brique, mais on distingue surtout l'épaisseur du mortier. Là, il manque un gros morceau. Pourquoi le mortier était-il si dense? C'était l'épaisseur traditionnelle du plâtre dans l'Antiquité. Celui-ci est étanche. Ce plâtre étanche est une invention des Romains. Un autre exemple de l'ingéniosité de cette civilisation. Mais ce n'est pas tout. Les murs de cette citerne sont également conçus pour résister à une énorme pression. Les murs sont en tuf, une pierre volcanique que l'on trouve dans la région. Ces morceaux ont été encastrés dans le béton selon un schéma pyramidal. Ce que l'on ne distingue pas, ce sont les rangées parallèles de briques au sommet et à la base du tuf. Cette technique de consolidation hybride est appelée opus mixtum. Pourquoi cette technique mixte? Ces 2 types de matériaux fonctionnent très bien lorsqu'ils sont utilisés conjointement. La pression qu'ils engendrent renforce la structure. Les 2 couches de briques agissent comme un étau et compriment le tuf et le béton. Plus la pression est forte, plus la structure est résistante.
Les trésors de l'Antiquité sont omniprésents sous la chaussée romaine, comme en témoigne la construction ingénieuse de cette fontaine. Autant de vestiges enfouis qui ont permis à la cité de devenir le plus grand empire du monde. Depuis plus de 2000 ans, Rome est confrontée à un problème de circulation. À son époque déjà, Jules César avait interdit la circulation des chariots et des charrettes en ville. Aujourd'hui, la situation ne s'est pas améliorée. Mais dans une ville moderne, de telles restrictions ne sont pas envisageables. Il faudrait ouvrir de nouvelles voies. Mais ici, dès que l'on creuse, on tombe sur des sites archéologiques. Aujourd'hui encore, Rome est un chantier permanent. Travaux de voirie, réhabilitation des aqueducs, extension du réseau d'égouts. Le projet d'une nouvelle ligne de métro n'en est qu'à ses balbutiements, mais les premiers percements ont déjà dévoilé des dizaines de nouveaux sites archéologiques. Il n'est donc pas surprenant que les travaux de construction d'une rue, dans un quartier résidentiel de la ville, aient exhumé les ruines intactes d'une villa de l'Antiquité et d'un auditorium qui a joué un rôle capital sur la scène politique de Rome. Alexander Evers est un spécialiste de la Rome antique. Il a accepté de me faire visiter les lieux. Merci de m'accueillir. C'est un plaisir, bienvenue. Le bâtiment ancien est enfoui 7 mètres sous ce parc, à proximité de la Piazza Vittorio. Aujourd'hui, le quartier est plein de boutiques, de commerces et d'immeubles modernes. Mais il y a 20 siècles, cette partie de la ville correspondait au faubourg de Rome, un des quartiers les plus huppés. Imaginez cet endroit il y a 2000 ans. Autrefois, il y avait une grande villa avec un vaste parc, le tout soigneusement décoré. Malheureusement, c'est tout ce qu'il en reste. On peut entrer ? Certainement, c'est un lieu impressionnant. Les habitants du quartier qui passent devant ce bâtiment en briques ne se doutent pas qu'il dominait la Rome antique. Tout ça était enfoui jusqu'à la fin du 19e. Comment ? Tout ça ? Tout. Nous sommes dans un auditorium. Les gens venaient ici pour écouter les poètes déclamer leurs œuvres. Ils s'asseyaient sur ces marches et assistaient au spectacle. C'est magnifique, n'est-ce pas? La structure souterraine n'est qu'une partie infime de cette gigantesque propriété. Elle a été bâtie dans les années 30 avant Jésus-Christ par Gaius Maecenas, qui a donné le mot mécène, un citoyen richissime, devenu l'ami et le conseiller d'Auguste, premier empereur de Rome. À l'époque où Maecenas fait construire la villa, Rome est encore une république. Ce n'est que quelques années plus tard qu'Octavien, s'étant octroyé le titre d'Auguste, est sacré empereur et devient l'unique souverain. Maintenir une fiction de république en monopolisant tous les pouvoirs est une gageure. Mais grâce à son ami Maecenas, Auguste trouve un moyen idéal de garder le pouvoir politique. Les grands poètes de l'époque écrivaient des textes destinés à divertir, mais aussi à diffuser un message quasi politique. Ils énuméraient les raisons pour lesquelles Auguste était devenu empereur et justifiaient ce titre par le fait que la République était à bout de souffle. La transformation de Rome en capitale de l'Empire a engendré de grandes prouesses d'ingénierie, comme l'aménagement des égouts, la construction d'aqueducs et d'immeubles de plusieurs étages. Mais c'est au cœur de cet auditorium que se trament les véritables enjeux. C'est ici que se réunissent les décideurs de Rome, comme Horace ou Virgile. Maecenas a bâti ce lieu pour afficher sa puissance et son influence, mais l'auditorium est devenu le centre culturel et politique de Rome. Le côté pittoresque du bâtiment est manifestement dédié à la gloire de son propriétaire, mais il contribue également à symboliser son ascension politique. Il y a une volonté d'afficher son pouvoir et sa notoriété à travers les édifices. C'est magnifique. Il est abîmé, mais le travail a été réalisé à même le stuc. C'est vraiment remarquable. Les couleurs sont superbes, comme ce bleu. Quelle belle pièce. Les motifs se sont estompés, mais on a presque le sentiment de regarder un paysage à travers la fenêtre, comme un trompe-l'œil. Le mur est peint pour donner l'impression qu'il est en 3 dimensions. C'est remarquable. L'auditorium avait un effet quasi hypnotique sur la foule. Mais derrière la dimension mystique se cache toute l'ingéniosité de l'ingénierie romaine. Comment ont-ils bâti cet auditorium? Grâce aux esclaves et à une multitude de matériaux.
La structure est composée de plusieurs couches. L'extérieur est rempli de gravats ou de briques, ce qui renforce considérablement la construction. C'est pour cela que la plupart de ces murs sont encore debout. Lorsque le bâtiment a été découvert pendant les travaux de voirie, seul un pan de mur dépassait de la surface du sol. Les ouvriers ont déblayé les gravats qui remplissaient l'auditorium et un mur de soutènement a été monté pour protéger les fresques et les peintures murales. Ces précautions ont permis de découvrir le rôle significatif que cet auditorium a joué dans l'essor de la Rome antique. Avant de mourir, Mécénas lègue l'auditorium à Auguste. Par la suite, l'édifice deviendra le palais privé de chaque empereur pendant plus de 4 siècles. Cette villa a même appartenu à l'un des plus impitoyables souverains romains, Néron. On suppose que Néron a occupé ces lieux en 64 après Jésus-Christ, lorsque Rome était en flammes. Il se serait réjoui du spectacle depuis cette propriété de la colline de l'Esquilin qui surplombe la ville. C'est insensé. Ces lieux sont chargés d'histoire. Ils ont accueilli Néron, Virgile, Auguste. Et aujourd'hui, cet îlot semble perdu au milieu de la ville moderne. Il est très difficile à découvrir, mais c'est un des petits joyaux de Rome, un de ses secrets. Une merveille surgit au détour de chaque coin de rue. C'est la magie de cette ville. Ces quelques vestiges témoignent du passé glorieux de Rome. Vous imaginez à quoi devaient ressembler ces lieux? C'est un trésor. Un pan de mur qui affleure, on lance des foules et voilà ce qu'on découvre. Il y a un côté Indiana Jones. Vous êtes au milieu de nulle part et soudain vous dénichez un trésor. On perçoit les Romains comme des innovateurs, des philosophes et des maîtres artisans. Ils étaient en avance sur leur temps, comme en témoigne leur conception de systèmes d'égouts ou la construction d'auditoriums destinés à promouvoir leurs idées. C'est pourquoi ils sont devenus l'un des plus grands empires de l'histoire. Aujourd'hui, il ne reste que les ruines de la cité antique, mais l'influence de Rome est encore sensible dans toutes les grandes villes modernes du globe. Au fil des siècles, la petite cité des bords du Tibre s'est transformée en une gigantesque métropole qui a régné sans partage pendant plus d'un millénaire. Ses égouts, ses aqueducs et ses immeubles ont servi de modèle aux villes modernes. Aujourd'hui, la plupart de ces chefs-d'œuvre sont enfouis sous 2000 ans d'histoire. Mais qui peut savoir quels secrets se trouvent encore enfouis dans les entrailles de Rome ?